Donald Trump se prépare à une guerre totale avec le Venezuela, déployant même un groupe aéronaval, l'USS Gerald R. Ford, qui est désormais arrivé dans les Caraïbes. En même temps, Trump a également menacé d'intervenir au Nigeria pour soi-disant protéger les chrétiens. Qu'est-il donc arrivé au président de la paix des États-Unis? Pour en discuter, je suis à nouveau rejoint par Stanislav Krapivnik, ancien officier de l'armée américaine et cadre dans la chaîne d'approvisionnement. Stas, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci. Toujours un plaisir. Et j'ai oublié de mentionner que tu as ta propre chaîne YouTube, et j'encourage tout le monde à y jeter un œil. Nous y reviendrons, elle figurera bien sûr aussi dans la description ci-dessous. Mais Stas, comment interprètes-tu A, les Caraïbes et B, le Nigeria? Bon, d'accord. Si la version officielle, c'est qu'on lutte contre la drogue, le fentanyl, c'est tout, alors on lutte contre le fentanyl venant du Venezuela. Le fentanyl, c'est pas comme la cocaïne. La cocaïne doit vraiment être cultivée, non? Le fentanyl, lui, est fabriqué à partir de produits chimiques de base. Beaucoup viennent de Chine, pas forcément pour la production de stupéfiants, mais ils peuvent servir à ça. Et ces cartels ont des hommes d'affaires partout, avec des sociétés écrans qui passent des commandes. Et ces cartels ne sont pas vénézuéliens, ils sont mexicains. La majorité du fentanyl qui tue des Américains est fabriqué dans les 100 premiers kilomètres. De nombreux laboratoires se trouvent à seulement 10 kilomètres de la frontière américaine, dans des sous-sols et des planques. Oui, pour le faire passer de l'autre côté de la frontière, surtout avec la clôture de Trump. La clôture de Trump est faite de très grands poteaux lisses, mais il y a de l'espace entre eux. On peut littéralement prendre un petit paquet de fentanyl de cette taille, assez pour une ville entière, et le tendre à son contact de l'autre côté de la clôture. Il te tente un paquet d'argent, et tu n'as même pas besoin d'entrer aux États-Unis, mec. Il suffit de passer le bras à travers. Maximum. Ou une drogue. Toute cette histoire de drogue est clairement une façade très mince. Je veux dire plus mince. C'est encore plus mince que l'affaire des armes de destruction massive, non? Il y a 20 ans. Plus mince que ça. C'est ridicule. Personne n'y croit. Mais pourquoi le ferait-il à part pour le pétrole du Venezuela? Pourquoi avoir à ce stade 25% de votre marine là-bas? Pourquoi menacer le Venezuela de guerre? Je veux dire, ce n'était pas nécessaire depuis 50 ans. Pourquoi? Je ne pense pas que ce soit 25%, car les États-Unis possèdent 11 porte-avions. Certes, quelques-uns semblent être en réparation permanente, mais cela reste une part importante. Il faut considérer que les États-Unis ont la plus grande marine du monde. C'est en quelque sorte une île continentale, on pourrait le dire ainsi. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, Trump a besoin d'une victoire. Il a perdu l'Ukraine, c'est évident. Les États-Unis subissent une défaite stratégique mondiale en Ukraine. Il ne peut pas s'en prendre à la Chine. Peu importe à quel point ils en parlent, ce n'est pas réaliste. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent soutenir Taïwan s'ils poussent Taïwan dans une guerre. Ça coûtera cher à la Chine. Absolument, cela coûtera cher à la Chine. Ce ne sera pas une promenade de santé à proprement parler, mais il est absolument impossible d'approvisionner Taïwan, Dieu sait où, à travers un océan, sous le feu des missiles et des sous-marins. Ce n'est pas comme l'Ukraine, où la Russie se montre simplement assez conciliante pour ne pas frapper les bases de l'OTAN situées juste de l'autre côté de la frontière et qui alimentent l'Ukraine. Je ne pense pas que les Chinois seront aussi aimables. Alors, que reste-t-il? Comme l'a dit Trump, nous mènerons les guerres que nous choisirons de mener. Eh bien, il cherche une victoire rapide. Et il ne cherche pas une guerre d'invasion, car pour les États-Unis, ce serait extrêmement difficile. Et avec ces forces, elles sont déjà là.
De plus d'ailleurs, les États-Unis ont discrètement, enfin, ils ont dû l'admettre, retiré la 82e division aéroportée de Pologne et la 111e division aéroportée de Roumanie. Ce sont des divisions légères qui peuvent être déployées très rapidement au Venezuela ou ailleurs. Mais tout de même, le Venezuela a la taille de la France et de l'Allemagne réunies. Caracas est situé dans une cuvette entourée de montagnes. Et il faut traverser un terrain extrêmement difficile, rien que pour atteindre la ville. Environ 80% du pétrole se trouve à l'intérieur des terres, au cœur du pays. Seuls environ 20% sont en mer ou juste sur le littoral, ce que les marines pourraient s'emparer. Évidemment, la puissance des marines y est suffisante. Mais, vous savez, c'est difficile à maintenir quand on a des drones capables d'aller à 30 km. Il faut sans cesse repousser le périmètre pour protéger les infrastructures que vous venez de prendre, afin qu'elles ne soient pas frappées. Et il y a des millions de personnes sous les armes. Je veux dire, ils arment la paysannerie, ce qui, soit dit en passant, si c'est vraiment un régime dictatorial, n'a généralement pas de très bons résultats. Les armes finissent par se retourner contre le gouvernement, si tout ce qu'on dit est vrai. Donc évidemment, puisqu'ils ne l'ont pas fait, peut-être que les États-Unis exagèrent un peu sur la situation du Venezuela. Non. Le gouvernement américain mentir à propos d'un pays étranger, d'une population étrangère, et inventer des excuses. Impossible. Je suis un théoricien du complot. Je sais que je suis un radical aux marges. J'ai remis en question toute logique admise selon laquelle les médias américains pourraient en réalité mentir un peu. Cela supposerait encore un gouvernement local qu'ils pourraient soutenir. Mais en parallèle, le cas du Panama est compréhensible, car les États-Unis essayent de s'emparer des points d'étranglement pour éliminer les BRICS. Le canal de Panama est un point d'étranglement évident. Mais ensuite, ils se retrouvent en conflit avec la Colombie, ils sont en conflit avec le Mexique, et maintenant Rubio menace activement d'envahir Cuba, ce qui n'a absolument aucun sens logistique ou stratégique à ce stade. On est donc en droit de se demander dans quelle mesure tout cela est motivé par une véritable stratégie ou un réel désir. Dans quelle mesure tout cela est-il peut-être vindicatif, comme Rubio contre le gouvernement de gauche? Il règle ses problèmes avec son père, parce que vous savez, Narco Marco. Désolé, la connexion est très mauvaise. Oui, Marco Rubio, son surnom, c'est Narco Marco. Et sa famille, officiellement, a quitté Cuba à cause de Castro. Mais si on regarde les dates, sa famille a déménagé aux États-Unis depuis Cuba 4 ans avant l'arrivée de Castro au pouvoir. En réalité, il fuyait Batista, et il s'avère que son père était un radical de gauche. Donc, peut-être qu'il a des problèmes avec son père. Il veut se venger de lui, ou quelque chose comme ça, ou de l'esprit de son père, je ne sais pas. Mais c'est un peu ridicule ce qu'ils essayent de faire maintenant, et cela n'a absolument aucun sens stratégique. Le Nigeria est aussi intéressant, parce que Trump, qui, soit dit en passant, était tout sourire et tout câlin avec Al-Jalani, Your chef Gyo Aliyo Isaming. Al-Qaïda, le type qui a littéralement fait tuer des soldats américains, le type qui littéralement en vidéo décapitait des gens, des femmes, des enfants, le type qui commet un génocide en Syrie contre les chrétiens, contre les alaouites, contre les chiites, dont 10 000 vivent sur des bases russes comme réfugiés. Il vient aux États-Unis et il reçoit pas même un traitement royal, un traitement de fan. Il joue au basket avec le commandement central. Il est sur scène avec le général Petraeus à la retraite qui, si tu as vu la vidéo, je peux te l'envoyer si tu veux la publier avec la tienne. C'est écœurant. Petraeus est là genre, eh bien dis-moi, tu te fatigues? C'est difficile? Tu as assez de temps libre? J'attends juste qu'il se mette à genoux et commence à lui faire une fellation. C'est à ce point répugnant. C'est ce petit truc de groupie hystérique.
Oh, c'est mon boys band préféré, Al Jalani et ses coupeurs de tête. Et voilà le traitement qu'il reçoit. Donc évidemment, puisque ces gens continuent à assassiner des chrétiens, défendre les chrétiens n'est pas vraiment la question ici. Alors quand Trump se met soudainement à dire « Oh, nous devons défendre nos frères chrétiens », eh bien, tout d'abord, Trump n'est pas chrétien. Je veux dire, il l'a pratiquement dit lui-même. Il a peut-être été baptisé, mais ce n'est pas quelqu'un de religieusement actif. Et quand il affirme que tous ces chrétiens sont assassinés au Nigeria, c'est vrai, oui. Mais en réalité, d'abord, les chrétiens ne sont pas une minorité. Ils représentent 47% de la population. Les musulmans représentent environ 47% de la population. Les 6% restants sont des animistes ou des païens. La majorité des personnes tuées sont en réalité des musulmans. Parce que, bon sang, le nom du groupe actif au Nigeria vient de m'échapper une seconde. Boko Haram, une seconde. La province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, il y a l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, et puis il y a Boko Haram. Il y a deux groupes d'ailleurs. L'un soutenu par Al-Qaïda et l'autre soutenu essentiellement par les États-Unis et l'Occident. C'est la situation. Et ils se battent pour le pouvoir, donc la majorité des personnes qu'ils tuent sont en réalité des musulmans. Mais, cela mis à part, pourquoi Trump veut-il soudainement défendre les chrétiens du Nigeria qui se trouvent justement dans le sud du pays? La moitié sud du Nigeria est chrétienne. Où se trouve tout le pétrole? Au Nigeria, l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Ah oui, dans les deltas des rivières et au large des côtes. Où sont les gisements de gaz? Ah oui, dans la partie sud de la zone côtière. Où sont les gisements de terres rares pour l'exploitation minière? Ah, sur la côte sud, les zones chrétiennes. Donc il ne s'agit pas tant de défendre les chrétiens que de dépouiller la population chrétienne du sud de ses ressources essentielles. Je pense que c'est probablement la véritable raison derrière ce soudain désir de protéger les chrétiens. Et le Nigeria, seulement le Nigeria. Mais ça semble être une chose vraiment stupide à faire. Je veux dire, les États-Unis dépendent-ils à ce point du pétrole? Et je sais qu'on en a déjà parlé, du problème du pétrole de schiste, entre autres. Mais penses-tu que quelqu'un ait dit à l'administration actuelle, « Écoutez, il faut vraiment qu'on mette la main sur ces champs pétrolifères maintenant, parce que dans 5 ans, on va se retrouver avec une énorme pénurie d'approvisionnement. » Pourquoi s'y attaque-t-il maintenant? Parce qu'en théorie, les États-Unis sont encore un exportateur net de pétrole. C'est vrai. En réalité, c'est un importateur net de pétrole. Il exporte certaines qualités de pétrole et en importe d'autres, ce qui en est l'une des raisons. Les raffineries du Sud sont toutes configurées pour le pétrole brut, lourd et soufré. Les 3 plus grands producteurs de brut lourd et soufré sont le Venezuela, l'Iran et le mélange d'Oural russe. Le Canada produit également du brut lourd et soufré, d'autres pays en produisent aussi, mais en quantité moindre. Mais dans le cas du Canada, il s'agit des sables bitumineux. Et le coût actuel du pétrole rend l'exploitation des sables bitumineux économiquement peu viable. Les sables bitumineux, en gros, c'est du sable qu'on extrait parce qu'il est entièrement imprégné de pétrole. Il est lourd parce qu'il est très épais et sourd parce qu'il contient beaucoup de soufre. Donc il faut des procédés très spécifiques pour l'en débarrasser. En gros, on fait s'évaporer ou on filtre le pétrole hors du sable, puis on remet le sable dans la zone et on y déverse du sable propre. Le sable est déjà imprégné de pétrole. Mais c'est un procédé totalement différent du forage pétrolier et du pompage à travers des conduites. Il faut désormais une option de traitement pour extraire le pétrole du sable, et cela coûte cher. C'est l'un de ces cas où le pétrole doit atteindre un certain niveau de prix avant de devenir économiquement viable.
Ce sont de très petits volumes. Honnêtement, je pense qu'à ce stade, oui, les raffineries du sud des États-Unis ont besoin de ce pétrole vénézuélien. C'est pour cela qu'elles ont été conçues à l'origine. Pour un flux continu de pétrole vénézuélien bon marché. Le Venezuela était plus ou moins une colonie économique jusqu'à ce que Chavez arrive et nationalise tout. Cela en fait partie. Mais je pense que la vision d'ensemble, c'est en réalité de retirer des fournisseurs de pétrole du marché pour forcer les prix à la hausse. Tu crois? Parce que les États-Unis gagnent de l'argent grâce au pétrole, en particulier auprès des Européens. Maintenant, c'est là que nous avons cet intérêt contradictoire ou conflictuel des États-Unis, n'est-ce pas? D'un côté, oui, ils veulent plus d'argent pour leur propre pétrole. Mais de l'autre, tout l'objectif des sanctions, de la flotte fantôme et de tout ce qui vise la Russie, c'est de ruiner la Russie parce qu'elle ne peut plus tirer de revenus de son pétrole. Donc, si vous faites grimper les prix mondiaux du pétrole, eh bien, cela montre encore à quel point tout cela est stupide, non? Mais le lien maintenant avec la guerre en Ukraine, avez-vous des idées sur la façon dont cela s'articule? La Russie produit environ 11,5 millions de barils par jour et en vend environ 7 millions. Environ la moitié part directement vers la Chine et l'Inde, et le reste est vendu à d'autres pays, en dehors des registres, pour ainsi dire. Concrètement, ça signifie qu'un pétrolier russe se rend, disons, en mer de Chine orientale, et qu'un pétrolier japonais vient se placer à côté. Il transfère le pétrole, et soudain, le Japon se retrouve avec des molécules de liberté. Par le simple passage de la pompe, elles deviennent des molécules de liberté au lieu de molécules maléfiques de Poutine. Aussi absurde que ça puisse paraître, c'est effectivement ainsi que la plupart de ces échanges se déroulent. Auparavant, les Grecs assuraient une grande partie de ce transport maritime, mais l'Union européenne les a pratiquement contraints à se retirer. Et la flotte fantôme, cette flotte fantôme maléfique et tyrannique, vous savez, des pétroliers fantômes. En gros, ce sont des pétroliers non assurés par Lloyd's of London. Ils sont assurés par des compagnies chinoises, russes et d'autres encore. L'essentiel, c'est que mon pétrolier quitte mon port et se rend au vôtre. Acceptez-vous ma police d'assurance? Vous dites que tout est légal. C'est juste que les États-Unis, ou plus précisément dans ce cas les Britanniques, ne veulent pas en être exclus. Ils aiment toucher leur part. Ils avaient essentiellement un monopole, et en voulant trop en faire, ils ont été assez stupides pour se créer des concurrents, comme cela arrive souvent. Oh, nous sommes majoritaires. Ils ne peuvent pas, ou plutôt, ils avaient un monopole. Ils ne peuvent pas fonctionner sans nous. Ils te tolèrent parce qu'il est plus simple de collaborer avec toi. Mais si tu pousses les choses au point où nous n'avons plus le choix, SWIFT en est un excellent exemple. Nous dépenserons l'argent, nous mettrons en place notre propre système, et nous ne reviendrons jamais vers vous, parce que nous aurons investi dans sa construction nous-mêmes. SWIFT, en tant que système mondial, est mort. Je veux dire, la technologie n'est pas nouvelle, mais dès qu'ils ont commencé à interdire le rouble, tout le monde a regardé autour de soi et s'est dit, eh bien, nous pourrions être les prochains. La Chine en particulier a dit, non, mettons en place notre propre système. Nous l'avons déjà à moitié construit, de toute façon. Nous n'avons qu'à le terminer. Et la Russie a aussi son propre système. La Chine a son propre système et elle essaye d'intégrer ces deux systèmes. L'Inde, elle, utilise le système russe. Et tout à coup, eh bien, les BRICS n'ont plus besoin de SWIFT. C'est la même chose avec les flottes fantômes et d'autres structures informatiques de type financier. Donc de ce point de vue, se débarrasser du pétrole russe, même via la flotte fantôme, profite en réalité aux États-Unis, car cela fait grimper les prix. Pour bien comprendre, 7 millions de barils
représente environ 10 ou 11% du commerce mondial quotidien. Cela fera fortement augmenter les prix, car la plupart des gens pensent « Oh, eh bien, si on retire 10%, le prix devrait augmenter de 10%. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous retirez 10%, l'offre et la demande deviennent presque au coude à coude. Alors soudainement, l'offre devient bien inférieure à la demande, et maintenant on assiste à une guerre des enchères, parce que quelqu'un ne va pas obtenir de pétrole ou pas assez de pétrole pour faire tourner son économie. Et maintenant, il y a une guerre des enchères et tout le monde commence à faire monter les prix. Pour ceux qui continuent à fournir, c'est une excellente chose, car le prix va augmenter bien plus que la baisse de l'offre. Puisque la panique s'installe, la concurrence s'installe. Donc oui, c'est formidable. On dirait que eh bien, si les Américains peuvent écarter quelques autres fournisseurs du marché, c'est encore mieux. Cela alimente encore davantage la panique, ce genre de panique du pic pétrolier qui existait autrefois. En un sens, tu interprètes ces nouvelles offensives, le Venezuela, le Nigeria, non seulement comme prenons le contrôle du pétrole, mais aussi comme éliminons les concurrents et assurons-nous de faire un maximum de profit. Et c'est tout. En dehors des autres avantages, je veux dire un autre avantage, c'est bien sûr la victoire, non? Et honnêtement, je pense que si une guerre éclate au Venezuela, ce serait le moyen le plus avantageux pour l'administration Trump d'oublier qu'il y avait autre chose en Ukraine, tu vois? Le moment où Zelensky perd vraiment, c'est celui où il perd l'attention du public occidental. Dès que toutes les caméras se tournent vers le Venezuela, c'est le moment où l'on sait que c'est enfin terminé. Alors, peut-être que c'est celui-là. Parce que j'ai toujours pensé que ce serait l'Iran. Mais apparemment, ce ne sera pas l'Iran. Ce sera le Venezuela. Je pense que ce sera certainement un avantage supplémentaire. Ce sera l'un de ses bénéfices. Et devine quoi? Personne ne se souviendra d'Epstein quand les États-Unis devront instaurer une conscription pour le Vietnam 2.0, dans un terrain bien pire que celui du Vietnam 1.0. Bon, c'est au moins plus proche, mais c'est le seul avantage. C'est une région beaucoup plus accidentée et montagneuse. Mais je pense que des choses comme ces petits détails gênants, les dossiers Epstein, l'ingérence directe d'Israël dans absolument tout ce qui concerne les États-Unis, l'Iran, tous ces sujets, vont complètement passer à l'arrière-plan. Parce que nous sommes en guerre maintenant, mon ami. Et si tu regardes comment le Vietnam s'est intensifié, ça n'a pas commencé avec l'armée américaine ou le corps des marines. Ça a commencé avec des agents de la CIA. Oh oui, on en a déjà plein au Venezuela. Au départ, ils travaillaient à soutenir les pires politiques du gouvernement sud-vietnamien, qui étaient extrêmement corrompus, et à armer certaines tribus montagnardes locales contre les Nord-Vietnamiens, mais aussi contre les Sud-Vietnamiens, car les montagnards appartenaient à une autre nationalité et détestaient généralement les Vietnamiens. Donc, on commence avec ce bourbier, puis, lorsqu'il y a eu un conflit ouvert entre le Viet Cong et l'armée sud-vietnamienne, les Sud-Vietnamiens n'avaient pas assez de troupes. Pour libérer leurs forces, les États-Unis ont fait venir un bataillon de marine sur l'une des bases aériennes près de ce qui est aujourd'hui Ho Chi Minh Ville. Enfin, à l'époque, ce n'était pas appelé ainsi, c'était Saigon. Les troupes sud-vietnamiennes sont parties combattre, et les Américains sont restés sur la base. Eh bien, ils étaient assis sur la base. Ils n'étaient pas attaqués, alors ils ont commencé à patrouiller autour. Les Viet Cong les évitaient et les observaient. Au début, le succès était facile. Il suffisait de patrouiller autour de la base, alors ils ont commencé à s'éloigner davantage. À ce moment-là, ils ont commencé à avoir des affrontements avec les Viet Cong. Ils ont remporté quelques-uns de ces combats, mais les Viet Cong se sont de nouveau repliés, ont observé, puis ont lancé une offensive. Oui,
Et le commandant du bataillon hurle à plein poumon, « Aidez-nous, nous allons être submergés. » Aussitôt, il fait venir le reste de la brigade depuis Okinawa, directement au Vietnam. Donc on passe d'instructeur de la CIA à un bataillon de marine, puis à une brigade de marine, à une division complète de marine, puis à des divisions de l'armée qui arrivent. Et tout cela a grandi de façon exponentielle, très rapidement. C'est un effet boule de neige. Et vous savez, c'est un effet boule de neige où les officiers sur le terrain peuvent réellement créer des réalités, que Washington l'apprécie ou non. C'est exactement ce qui est arrivé au Japon lorsqu'il est entré en Mandchourie. Et le danger est immense. Je n'arrête pas d'y penser. On entend cela surtout à propos de l'Asie de l'Ouest. On entend encore et encore. Oh mon Dieu, les États-Unis sont attaqués parce qu'une de leurs installations militaires a été touchée par une bombe ou quelque chose du genre. C'est comme, oh mon Dieu, le personnel militaire américain est sous attaque. Nous devons sauver nos troupes, n'est-ce pas, dans ces endroits? Je me demande toujours pourquoi la Suisse s'en sort tellement mieux pour éviter que des soldats suisses soient tués en Irak, en Syrie et ailleurs que les Américains. C'est un mystère pour moi. Comment faisons-nous pour ne pas avoir de soldats tués là-bas? Mais je ne le saurai probablement jamais. Vous savez, si l'on regarde les choses d'un point de vue historique, la Suisse était en réalité très douée pour faire tuer ses soldats en dehors de son territoire. Eh bien, c'étaient des mercenaires. La plus grande exportation de la Suisse, c'était les entreprises multinationales, d'excellentes compagnies de mercenaires, très demandées. C'est juste, ils ont cessé de faire cela et ils ont cessé de mourir. C'est une recette pour une catastrophe qui s'amplifie si vous commencez à envoyer vos troupes et à occuper des territoires, parce qu'il faut, comme vous l'avez dit, en envoyer toujours plus pour les protéger. Et en plus, ils pourraient même commencer, vous savez, à vouloir prouver qu'ils valent quelque chose. Je pensais qu'à l'arrivée de Donald Trump, vu sa rhétorique, il mettrait réellement un terme à tout ça. Mais il semble qu'à présent, la faction néoconservatrice autour de Rubio ait fini par l'emporter sur, appelons-les, les modérés autour de... comment s'appelle-t-il déjà? Le vice-président? Ah oui, J.D. Vance. Oui, Vance. Je veux dire Vance, Gabbard et les autres. Ils font partie de ce courant modéré. D'accord. Penses-tu aussi que, bon, très bien, les Rubio et compagnie ont gagné et que ce sont maintenant eux qui ont l'oreille de Trump et donc son esprit et donc sa signature à travers sa main? Exactement. Le problème avec Trump, en premier lieu, c'est que cet homme ne va pas au bout des choses. Si l'on regarde son premier mandat, je pense que ses capacités mentales étaient bien supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Si l'on analyse réellement la façon dont il parle maintenant, il s'exprime davantage comme un élève de seconde. Ou même pas, plutôt comme un enfant de 12 ans. La structure de ses phrases, les mots qu'il utilise. Il parlait très différemment en 2017-2018. Il y avait, je pense, plus de fonctionnalités cognitives. Je crois qu'il y a une dégradation. Personne ne le prouvera jamais, car aucun président ne se soumettra à un examen médical complet, un vrai examen complet, et ne divulguera ces informations. Mais Trump a dit lors de son premier mandat, « Nous quittons la Syrie ». Et au lieu de quitter la Syrie, il s'est en fait retrouvé avec encore plus de troupes sur place, occupant illégalement le pays et volant le pétrole syrien. C'est toujours le cas d'ailleurs, rien n'a changé. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée lui a simplement menti, et il n'a pas eu la rigueur nécessaire pour vérifier. Il lui remettait de faux rapports. Puis, il a finalement été révélé qu'il ne vérifiait pas, et des gens lui ont dit « Vous savez, l'armée n'est pas partie. » « Oh, nous sommes partis. » « Non, vous ne l'êtes pas. Vous avez même ouvert de nouvelles bases. » C'était donc l'un de ces cas où l'on dit « Oui, d'accord, dites ce que vous voulez, Monsieur le Président.
Nous, on va faire ce qu'on veut. Merci. Au revoir. Bien sûr, tout officier qui désobéit à des ordres directs du président devrait voir sa carrière prendre fin et peut-être passer un peu de temps à réfléchir à sa stupidité dans une cellule de prison. Mais évidemment, rien de tout cela ne s'est jamais produit, ni quoi que ce soit qui s'en approche. Cette fois-ci, je pense que la capacité mentale de Trump, ainsi que son égoïsme, son narcissisme, se sont beaucoup aggravés. Les 8 guerres que j'ai résolues, affirme-t-il déjà. Bien sûr, il dit avoir apporté la paix entre l'Albanie et l'Azerbaïdjan, entre l'Arménie et le Cambodge. Je crois qu'il a même fini par faire en sorte que l'Arménie et l'Azerbaïdjan se prennent dans les bras. Il aurait apparemment résolu la guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte, qui dure depuis, 1000 ans avant Jésus-Christ. Je veux dire, le monde imaginaire qu'il construit est vraiment quelque chose. Oui. Alex Christopher s'en moque beaucoup. Oui. Oui, c'est le cas. Tom et Jerry, Bugs Bunny, et vous savez, Albert Fall. Je veux dire, ils sont tous en lice pour devenir la prochaine grande œuvre de dessin animé, ou peu importe. Mais ça, c'est une chose. D'un autre côté, il doit obtenir une victoire quelque part. Il s'est vanté 24 heures, ok, 30 jours, ok, 100 jours. Je ne sais pas quand, avec la Russie et l'Ukraine, parce que cela s'est révélé bien plus compliqué. Ce n'est pas une affaire immobilière. Ce n'est pas une question de « hey, tu prends ça et tu rends ça » ou « tu rends ceci, tu prends cela », comme Trump l'imaginait. C'est un problème totalement différent et bien plus complexe. Et il a l'air d'un perdant. Qu'on le veuille ou non, il a l'air d'un perdant. Le monde se moque. En même temps, à l'intérieur, les États-Unis souffrent énormément à cause des tarifs douaniers. Parce que, incroyablement, les droits de douane sont payés par le consommateur final. Et ces droits ne protègent pas les entreprises américaines. Parce que, vous savez, ramener l'industrie aux États-Unis est bien plus difficile que de simplement imposer des tarifs. Les raisons de leur départ, les raisons d'entreprise, sont souvent des choses comme la mauvaise gestion gouvernementale, une main-d'œuvre peu ou mal éduquée, une main-d'œuvre très coûteuse, des impôts élevés et une réglementation incroyablement lourde. Mais tous ces problèmes relèvent des États, ou même lorsqu'ils sont fédéraux, ils prennent beaucoup de temps à résoudre. C'est quelque chose sur lequel il faut réellement travailler. En revanche, eh bien voilà, les droits de douane. Ça a pris 5 minutes. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le Golfe maintenant? Cela semble malheureusement correspondre à la capacité d'attention de Trump. Il y a même eu un rapport selon lequel, vous savez, c'est un fait connu, qu'il ne lit pas ces rapports de renseignement. Il ne cherche pas à approfondir sa compréhension. Il y a même eu un rapport affirmant que Tulsi Gabbard restructurait les notes de renseignement pour en faire des sortes de capsules d'information à la Fox News. Ce qui est ridicule quand on y pense. Mais c'est la réalité. C'est la réalité dans laquelle elle vit. Et je pense qu'elle a été très bien muselée. Elle veut pas tout perdre, car elle n'est plus démocrate, elle n'est plus républicaine, sa carrière est terminée. Donc en gros, elle se tait et suit le mouvement. Et J.D. Vance, honnêtement, les vice-présidents en Amérique n'ont jamais eu beaucoup d'influence. Le vice-président doit simplement être là, au cas où, parce que c'est ce que prévoit la Constitution. Ils ne sont presque jamais préparés à devenir un remplaçant ou un proche bras droit du président. En réalité, de nombreux vice-présidents n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Roosevelt en est un parfait exemple. Il a tenu Truman dans l'ignorance à un point tel que ce dernier a appris l'existence de la bombe atomique le premier jour où il est devenu président des États-Unis. Pensez-y. Le plus grand projet destiné à mettre fin à la guerre, et le vice-président américain n'avait aucune idée de son existence. Ainsi, les vice-présidents sont généralement mis de côté ou marginalisés. En revanche,
Le ministre des Affaires étrangères, ou le département d'État, dans le cas des États-Unis, et le ministre de la Guerre, car c'était en fait son nom d'origine avant de devenir le département de la Défense, et qu'il est aujourd'hui en quelque sorte redevenu le département de la guerre, dans l'esprit, exerce beaucoup plus d'influence, bien plus d'influence, au sein du gouvernement américain. Oui, et n'oublions pas que Rubio est aussi le conseiller à la sécurité nationale, donc il cumule les deux fonctions. Donc, en un sens, oui, en un sens, ma question est répondue. Oui, les néoconservateurs ont pris la Maison-Blanche. Point final. C'est tout. On peut donc s'attendre à ce que ce soit une administration néoconservatrice à partir de maintenant, à moins qu'il ne se produise quelque chose de spectaculaire en interne. Je vais faire deux exceptions à ce que j'ai dit à propos des vice-présidents. Eh bien, pas Bush Jr. Il a imposé ses propres décisions à la présidence. Dans ce cas, je dirais que le deuxième, c'était Biden. Mais Kamala Harris, c'est une coquille vide. Cette femme est à peu près aussi futée qu'une brique cassée. Donc elle ne dirigeait rien en tant que vice-présidente. D'autres s'en occupaient très bien, un peu plus bas dans la chaîne de commandement. Et Stas, merci beaucoup pour cet aperçu. Je m'excuse. Nous avons eu quelques problèmes de connexion, donc si certaines parties n'étaient pas entièrement audibles, désolé pour cela. J'apprécie tout de même énormément l'aperçu que tu nous as donné. Pour les personnes qui souhaitent te retrouver, elles devraient aller sur ta chaîne YouTube, que je mettrai en lien dans la description ci-dessous. Elles devraient aussi te chercher sur d'autres plateformes. Je sais que tu es sur Telegram. Y a-t-il d'autres endroits où les gens peuvent te trouver? Oui, je suis sur X. Les gens aiment encore l'appeler Twitter. Je suis sur X sous le nom de Stanislav Krapivnik. D'accord, ce sera dans la description ci-dessous. Stanislav Krapivnik, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Thank you.